Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler point lecture avec les livres que j'ai lus lors du challenge Trick or Treat qui s'est déroulé la semaine dernière et qui est organisé par les organisateurs du PLIP 2019. Donc là c'était Pauline de la chaîne Patatra et Megan de la pause lecture. J'ai beaucoup lu durant cette semaine, je suis très contente. Ce challenge portait sur les lectures de l'imaginaire, plus particulièrement fantasy fantastique, et j'ai lu 5 livres au total et un manga. Je vais vous parler de ces 5 livres et le manga je le garderai pour plus tard. J'ai pu lire lors de cette semaine Au service de Sa Majesté la Mort de Julien Hervieux, le premier tome L'Ordre des Revenants, paru chez Castelmore. J'ai aussi lu Grace and Fury de Tracy Bangart, paru chez Hachette. Ça a été aussi l'occasion de terminer Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor, paru chez Le Livre de Poche. J'ai aussi commencé et terminé Lucius de Audrey Lardy, paru chez Chaton Rose Éditions. Et mon week-end a été consacré à la lecture de AI, Ami imaginaire de Betty Piccioli aux éditions Castelmore. Donc vous l'avez vu, un très bon bilan, je suis très heureuse, même si c'était des courts livres, puisqu'en règle générale on était sur 250 pages, à part Grace and Fury qui faisait 360 et surtout celui-là qui faisait 600 pages, mais celui-ci je l'avais déjà attaqué le week-end d'avant et j'avais déjà lu 300 pages. On commence tout de suite avec le premier livre lu pour cette semaine, et donc Au service de Sa Majesté la Mort, qui est un livre présélectionné du PLIP 2019. Je l'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titoumamax du blog Summaries Books. Et ma foi, ça a été une bonne lecture qui s'est fait en 2 jours. Ça a été rapide, ça se lit extrêmement vite. Mais j'en attendais peut-être un petit peu trop de cette lecture. On y suit Elisabeth qui est une jeune femme qui veut devenir journaliste, sauf qu'à cette époque-là, à Londres, eh bien les femmes n'ont pas à écrire, les femmes n'ont pas à faire un travail de mec, hein, comme ça, hein, soit dit en passant. Et donc elle prête sa plume à un autre journaliste qui entend mal d'inspiration, sauf que un jour elle va voir ce journaliste-là se faire tuer, et bien sûr comme elle est le témoin de cette chose-là, elle va se faire tuer elle aussi, et elle va se réveiller quelques jours plus tard dans son cercueil. Elle va être recrutée par l'Ordre des Revenants, une organisation qui est chargée de faire un petit peu la boulot de la faucheuse en fait. Ces personnes sont au service de la mort et vont punir les personnes qui se soustraient à leur mort naturelle. Et ça va être la mission d'Elisabeth. Ce livre m'attirait énormément. Après, je trouvais que le thème était sympa, mais il n'y avait franchement rien d'original. Cette jeune fille qui revient à la vie, même si elle n'est pas vivante, elle est plutôt morte, et que son boulot va être d'être la faucheuse, il y en a à l'appel des livres comme ça. La particularité, c'est que les revenants ont des pouvoirs, ils appellent ça les oboles. Elisabeth a un pouvoir très sympa je trouve, même si je pense qu'il sera probablement plus développé dans les autres tomes. L'histoire était plutôt sympa jusqu'à la moitié. Ça bougeait pas énormément, on plaçait vraiment l'univers. Elisabeth je l'aimais bien. Les autres j'arrivais pas vraiment à me faire une opinion dessus parce qu'on ne les développait pas énormément. Et voilà, c'était sympa, mais sans plus. Cette histoire me faisait énormément penser à Dead Like Me. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais c'est un peu le même genre d'histoire. Complètement loufoque, avec des personnages, des revenants complètement loufoques eux aussi. Et ouais, c'était sympa, sans plus. C'est la seconde moitié qui est beaucoup plus prenante et beaucoup plus punchy. Il me manquait ça en fait, il me manquait un petit peu de punch parce que je trouvais que c'était assez plat finalement ce récit. Donc la suite m'a convaincue, la fin est plutôt surprenante, on a pas mal de révélations et on a énormément de questions à la fin de ce premier tome. Moi j'en ai énormément et j'ai hâte de voir ce que donnera le tome 2. Et j'espère qu'on aura beaucoup plus de réponses parce que ça me manque un petit peu de ne pas savoir. Mais j'ai beaucoup aimé la fin, ça m'a fait un petit peu sourire sur les dernières lignes parce que je trouvais que la boucle était bouclée et que
il y avait quelque chose de suranné dans cette fin. Vous savez, le genre de fin qu'on peut trouver dans les vieux films en noir et blanc. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette fin et ça m'a fait sourire et ouais, je peux vous conseiller, mais ne vous attendez pas à quelque chose qui bam dans tous les sens parce que ce sera pas le cas. Ça se passe vraiment à la fin. Et c'était une bonne lecture, mais sans plus. Bon, on va parler d'une autre lecture et c'est Grace and Fury. On a beaucoup entendu parler de ce titre puisque beaucoup de blogueurs et de booktubeurs eh bien, ont acheté ce livre ou l'ont eu, etc. Et moi je l'ai eu par Ned Gallet, comme Au service de Sa Majesté la Mort, je ne vous l'avais pas dit. Et en fait, quand je me suis plongée dans cette lecture avec Marilyn Sitou-Mamax, puisqu'on s'est fait une semaine lecture commune avec Marilyn, et ben j'ai pas du tout été convaincue. Dans cette histoire, on suit Serena et Nomi, qui sont deux sœurs. L'une est destinée à devenir Grâce, l'autre est destinée à être la servante de la Grâce. Elles se rendent toutes deux au palais du prince pour être choisies. Malheureusement, ce n'est pas Serena qui, elle, a vécu toute sa vie pour devenir Grâce, donc qui a été formée pour ça. Ce n'est pas elle qui va être choisie, ça va être Nomi. Et Serena, par contre, elle va être retrouvée en possession d'un livre et dans cet univers, les femmes n'ont pas le droit de savoir lire. Donc elle est punie et envoyée en prison. Voilà. Alors là, ce que je vous dis, c'est clairement le résumé de 30% du livre. Je me suis retrouvée dans ce livre, à lire ça et à me dire d'accord. Donc là je suis à 30% du livre et il n'y a rien de plus. Et quand je vous dis rien de plus, c'est que c'était très plat. L'histoire était contée comme ça, on nous exposait les faits, mais sans donner aucun sentiment. C'était très bizarre, je trouvais ma lecture très journalistique. Je ressentais rien du tout à cette lecture. Donc quand j'ai commencé ça, je me suis dit mais où on va quoi? Où on va? Il n'y a rien qui m'intéressait, je trouvais ça très plat. Nomi à la cour, et ben c'est sans intérêt, hein. C'est des histoires de cour où elle se maquille, où elle... En fait, être Grâce, c'est être la potiche, c'est constituer le harem du prince et ne servir qu'à ça. Et ça me révoltait profondément. Tout ce qui arrive à Serena dans cette prison est hyper intéressant. Je pense que c'est le point qui m'a le plus intéressée. Serena qui est bien montrée comme une fille très superficielle, qui ne pense qu'à être Grâce, et qui va s'endurcir au contact de la prison parce que ce qu'elle va y vivre c'est des trucs complètement affreux. Et j'ai beaucoup aimé Serena alors que je pensais la détester. Et Nomi qui est pourtant... présentée comme une rebelle, quelqu'un qui ne veut pas se laisser marcher sur les pieds, et ben je l'ai trouvée niaise à souhait. Depuis quand une rebelle elle se laisse faire, elle se laisse guider par des choses qui devraient la révolter. Ouais, j'ai trouvé Nomi inconséquente. Elle se fait manipuler, on le sent depuis le début que ça va mal tourner pour elle. Mais elle ne fait rien pour changer ça. Donc j'ai détesté Nomi, alors qu'elle était censée être la personne la plus forte. Voilà, j'ai un rapport très particulier avec ce livre parce que je peux pas dire que je l'ai détesté, je peux pas dire que je l'ai adoré, je suis mitigée. J'ai passé plus de 70% de cette lecture à souffler, à lever les yeux au ciel, à me dire que c'était nul. Et les derniers 30% rattrapent vraiment les choses. Même si c'est très prévisible. Moi j'ai vu venir mais de la totalité des actions. Je les ai vu venir mais à 10 km quoi. C'est gros comme une maison. C'est ça que j'ai un peu de mal à avouer. C'est que cette lecture en fait elle est prévisible à soi. Et ça j'aime pas ça dans les livres. J'aime être surprise. Et... malheureusement voilà ça n'a pas été le cas et c'est dommage. Je pense que je lirai la suite parce que on termine sur quelque chose où j'avais envie de continuer. Voilà, les 30 derniers pourcents m'ont redonné un regain d'intérêt, mais c'est dommage parce que il y a beaucoup de défauts dans ce premier tome. On continue et je vous parle de Lucius qui est le troisième livre publié par Audrey Lardy. Simplement on revient sur le premier tome de la saga Vampire mais pas trop à fleur de sang. Le premier tome qui était du point de vue de Rosaline
Et là on est du point de vue de Lucius, donc le personnage masculin dans cette romance entre les deux personnages. Pour rappel, nous sommes à la fac, Rose est étudiante à la fac, elle va tomber sur Lucius qui se révèle être l'assistant d'un de ses professeurs. Bref, elle va lui rentrer dedans, ça va être le coup de foudre. Sauf que Lucius, eh bien, il n'est pas ce qu'il paraît, Rosaline n'est pas ce qu'elle paraît, et leur relation va être assez compliquée. Dans ce tome-ci, Lucius, on est vraiment dans la tête du personnage masculin. Et je dois dire que je crois que c'est... je ne sais pas si c'est parce que le personnage masculin, donc est beaucoup plus vieux, a une histoire derrière lui, est beaucoup plus mature, que la plume d'Audrey Lardy se révèle être plus mature. C'est très étrange, parce que j'avais bien aimé moi la saga Vampire mais pas trop, mais voilà, ce sont des premiers livres, Audrey a besoin de s'affirmer je pense en tant qu'autrice, et dans celui-là j'ai trouvé que c'était plus mature, qu'il y avait beaucoup plus de descriptions, parce que ce que je reprochais un petit peu à Audrey c'est qu'il y avait beaucoup de dialogues et que l'univers n'était pas assez fouillé. Là j'ai trouvé que on gagnait quelque chose vraiment en lisant l'histoire de Lucius, que ce personnage était beaucoup plus profond que ce qu'il ne paraissait au premier abord dans la saga Vampire mais pas trop. Ouais, j'ai bien aimé. Franchement, Lucius, ça a été une très bonne surprise, une très bonne lecture. Ça s'est enchaîné très vite, ça se lit très bien. De toute façon, il n'y avait pas les fautes d'orthographe qu'il y avait dans le tome 2. Donc ouais, une belle amélioration, une belle lecture. Et je suis contente d'avoir donné sa chance à Audrey parce que je trouve qu'elle s'améliore de livre en livre. Et voilà, je ne peux que l'encourager. En plus, elle a monté sa société d'édition, sa maison d'édition, Chaton Rose Édition. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer ensuite, parce que j'aimerais bien connaître la suite des aventures de Lucius et Rose. Mais ce petit livre, qui est normalement pas obligatoire, hein, et ben franchement je vous le recommande parce qu'il apporte quelque chose en plus. Vraiment. Bon, on va passer à la chronique la plus dure à faire de ma vie, je pense. Parce que ce livre est très dense, est très compliqué et moi-même je ne sais pas vraiment ce que je ressens face à lui. Ça va être très compliqué de vous faire un résumé ici puisque le livre est très dense. On est dans un univers de fantasy avec un petit mélange de science-fiction parce qu'on nous parle d'une dystopie, d'un monde post-apocalyptique. Nous sommes dans une Afrique où deux peuples se détestent, où un peuple a pris le pas sur l'autre et les traite en esclaves. Oneosuwu, voilà, qui veut dire qui a peur de la mort, est une jeune fille qui est née d'un viol. Donc son père fait partie du peuple des maîtres, on va dire. Il a violé sa mère qui est Okeke, qui fait partie du peuple dominé. Et elle, le fait de ce viol, c'est une enfant Ewu. Et les Ewu dans ce pays, dans ce monde, sont très très mal vus. Ils peuvent avoir des pouvoirs. Oneosuwu va s'en découvrir des pouvoirs. Et elle va partir en quête d'arrêter cette oppression que font naître le peuple de son père sur le peuple de sa mère. Elle va partir dans une grande quête de l'Est pour aller vers l'Ouest. Et elle va découvrir en chemin toutes les atrocités qui s'y passent. Elle va développer aussi ses pouvoirs. Elle va passer par une phase d'initiation. Et c'est hyper dense, hyper complexe comme livre. Et je suis très très mitigée sur ma lecture parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont révoltée. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas forcément compris. On touche au domaine de la spiritualité, on touche au domaine du monde des esprits, on touche au domaine de ce qu'on peut trouver dans notre Afrique avec l'excision, les viols, les violences sur les femmes, le rôle de la femme dans une société. Bref, ça touche énormément de points. En même temps il fait 600 pages donc vous comprenez que la lecture a été dense. J'en ressors mitigée parce que même sur la fin je ne suis pas sûre d'avoir compris cette fin. Voilà, on est vraiment dans un monde étrange où la jeune femme va se transformer en animal, va voler,
va se déplacer dans le monde des esprits, va combattre dans le monde des esprits, va croiser des légendes. Je ne sais pas comment vous expliquer plus ça, mais des légendes du désert, des créatures étranges. Elle va croiser sur son chemin aussi des hommes et des femmes qui n'ont rien de particulier mais qui vont devenir ses amis, qui vont devenir sa famille. Elle va rencontrer une Vita qui va devenir l'amour de sa vie. Bref, c'est toute une épopée dans ce livre. On va suivre Oneusou de sa naissance à sa consécration, au but de sa vie. Et ouais, tout le long de ce livre, j'avais l'impression d'être à moitié dans un rêve, à moitié dans un cauchemar. Je suis complètement déboussolée par ce livre. Donc c'est très dur pour moi de mettre des mots sur ce livre et je peux que vous le conseiller de vous faire votre propre avis, mais sachez que c'est très étrange, vraiment. J'en ressors avec cette impression d'avoir toujours été dans un rêve. J'ai eu franchement du mal parce qu'on navigue entre égoïsme, entre don de soi, sacrifice, bref, il y a énormément de choses dans ce livre et je suis encore toute déboussolée par ma lecture, donc je peux vous le conseiller parce que ça sort franchement des sentiers battus, mais d'un autre côté c'est très étrange et je n'ai pas tout compris. Et on termine avec Ai, Ami imaginaire. Ici nous allons suivre Elena qui a 12 ans et 5 ans auparavant, son ami imaginaire, le lion qui est ici, a pris vie. Il s'est retrouvé dans sa chambre comme par magie et ça faisait 2 ans qu'elle rêvait de lui, qu'elle lui parlait, et là de le retrouver vivant à côté d'elle, ça a été un choc, un bouleversement. Elle n'a pas été la seule à vivre ça puisque d'autres enfants ont vu leur ami imaginaire arriver auprès d'eux. Et cela, tous les 1er janvier, il y a une nouvelle vague. Donc depuis 5 ans, des nouveaux amis imaginaires arrivent. Et bien sûr, ça pose pas mal de soucis. Il faut que les familles acceptent cet ami imaginaire. Il y a les amis imaginaires désirés, ceux qui ne sont pas désirés. Bref, il a fallu reconstruire tout un monde avec l'apparition de ces amis imaginaires. Sauf que là, eh bien, il y a eu un bouleversement des enfants. Les enfants des dernières vagues, donc de la dernière vague possible, qui venait juste d'avoir leur ami imaginaire, viennent à disparaître. Et on se rend compte que, progressivement, les enfants des vagues d'avant commencent aussi à disparaître. Et ce sera probablement aussi le tour d'Elena qui devrait disparaître. Mais bon, elle, c'est une des premières dans les vagues, donc forcément elle sera la dernière à disparaître, mais elle va tout mettre en œuvre pour découvrir ce qui se passe, mais c'est surtout son ami imaginaire, le gros lion, hein, ici présent, qui fait plus de 300 kg, qui est bien imposant, qui va se mettre en quête et qui va tout faire pour sauver son enfant réel. J'ai beaucoup aimé cette histoire, les pages se tournent toutes seules, c'est addictif à souhait. C'est pas si jeunesse que ça, parce que franchement on aborde des thématiques plutôt sympas. Je ne m'attendais pas forcément à retrouver ces thématiques dans ce livre. J'ai beaucoup aimé et puis je me suis vraiment attachée à Elena et à son ami imaginaire tellement particulier. Vous imaginez un lion comme ça qui est avec un chapeau haute forme sur la tête, qui va prendre l'avion, qui va prendre le ferry pour aller en Angleterre pour trouver d'où viennent ces disparitions et y mettre fin. Non, ils sont très attachants ces deux-là parce qu'on sent qu'il y a une vraie connexion entre eux. C'est leur âme sœur, tout simplement. J'ai beaucoup aimé la résolution de cette histoire, j'ai beaucoup aimé tous les messages qu'on nous fait passer dedans. C'est vraiment une lecture jeunesse qui est agréable à lire et qui va vous surprendre. Parce qu'on part dans une aventure complète, un road trip extraordinaire pour découvrir les origines de la venue de ces amis imaginaires et de la disparition des enfants réels. Bref, c'est un univers hyper bien construit que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande parce que franchement c'était une super lecture. Voilà, je vous ai parlé de ces 5 lectures que j'ai effectuées au cours du challenge Trick or Treat. Ça a été un super challenge parce que j'ai pu sortir beaucoup de SP parce que je ne vous les ai pas dit au fur et à mesure, mais voilà, sur les 5 livres que j'ai lus, il y en a 4 qui sont des SP, donc je suis très contente
d'avoir pu les évacuer. Ça a été des bonnes lectures en règle générale. Il y a juste Grace and Fury où je reste mitigée, et Qui a peur de la mort qui a été mitigée, mais dans le sens où je n'arrive pas du tout à poser des mots sur cette lecture tellement elle est particulière. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, et je vous le rappelle, vous avez les liens normalement de mes chroniques écrites qui devraient être plus structurées, je l'espère, puisque je vais les écrire dans la semaine là après avoir tourné ce point de lecture. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour aller voir mes chroniques écrites, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque j'y parle de ma vie en continu, hein, voilà. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.